Cette élection européenne, plus que les précédentes sans doute, elle a de multiples enjeux et des enjeux extrêmement importants. Alors vous allez dire, on dit ça à chaque élection. Mais tout le monde voit bien, au vu de la situation nationale, internationale, au vu du paysage politique qui est en train de se préparer en France, que cette élection va être particulièrement importante. Elle va l'être pour au moins 3 raisons et je vais construire mon propos ce soir autour de ces 3 raisons. La première, c'est que le 9 juin, d'un point de vue calendaire, on se situera à peu près à la mi-mandat d'Emmanuel Macron. Il est donc à peu près certain que le résultat du vote du 9 juin va structurer le paysage politique des prochains mois et des prochaines années. L'après-Macron, c'est donc la première fois également que vous pourrez vous exprimer depuis sa victoire, sa deuxième victoire en 2022. Et donc c'est le moment de sanctionner positivement pour ceux qui pensent que c'est un bon bilan, sanctionner négativement pour ceux qui pensent que c'est un mauvais bilan, mais en tout cas, le 9 juin, c'est l'occasion de sanctionner le bilan d'Emmanuel Macron. Et je m'interrogeais en préparant cette réunion tout à l'heure, finalement, en admettant que Emmanuel Macron finisse son mandat jusqu'en 2027, toutes les possibilités peuvent être ouvertes, mais s'il va jusqu'au terme de son mandat, posons-nous la question un instant. Une fois l'ère Macron terminée, qu'allons-nous retenir des 2 quinquennats de présidence d'Emmanuel Macron? Souvenez-vous qu'en 2017 déjà, nous disions très vite, dès l'installation au pouvoir d'Emmanuel Macron, qu'il était le président des riches. Et d'aucuns nous critiquaient en disant « Ouais, vous avez vos prismes habituels à la France Insoumise, vous collez l'étiquette sur le front d'Emmanuel Macron sans même avoir attendu la politique qu'il allait mener ». En réalité, maintenant, on a vu, et ça se vérifie, et ce ne sont pas seulement des insoumis qui le disent, la politique d'Emmanuel Macron a pour l'essentiel, outre ce qui a déjà été dit précédemment, et d'ailleurs très bien dit, notamment quand Anthony est revenu sur l'aspect méthodique avec lequel Emmanuel Macron et ses ministres ont détricoté des conquis sociaux. D'ailleurs, c'était l'acte fondateur de la Macronie, je m'en souviens, puisque c'est le premier texte sur lequel j'ai bataillé il y a maintenant 7 ans à l'Assemblée, sur les ordonnances travail qui venaient écrabouiller le Code du travail. S'il fallait retenir véritablement ce qu'aura fait Emmanuel Macron pendant ces 7 années, et donc peut-être pendant ces 10 ans d'ici à 2027, c'est qu'incontestablement, il a tout fait pour redistribuer le plus à celles et ceux qui avaient déjà beaucoup. Avec une manière de le présenter dont vous vous souvenez toutes et tous, bien qu'il s'en soit défendu, la politique du ruissellement selon laquelle si on concentre toutes les richesses dans les mains de celles et ceux qui en ont le plus, alors ces messieurs-dames très vertueux qu'ils sont vont réinvestir cet argent dans l'économie et ce réinvestissement va profiter à nous toutes, nous tous. On en a vu le résultat. Le résultat, c'est que en réalité, l'argent s'est concentré dans des proportions incroyables et inégalées dans les mains de quelques-uns qui n'ont pas investi au bénéfice de toute l'économie, mais ont simplement accaparé une part considérable de la richesse produite. Tant et si bien qu'il y a des chiffres essentiels qui permettent de voir où l'on se situe et qu'il faut rabâcher partout autour de vous, que la France aujourd'hui est la 7e puissance économique du monde, un pays dans lequel 5 personnes au sommet, 5 milliardaires, se partagent à eux 5 ce que se partagent les 27 millions des Français les plus pauvres. 5 personnes d'un côté, 27 millions de l'autre. Imaginez un peu la gabegie que c'est. Alors Emmanuel Macron, il a vraiment mis le paquet. Et quand ils viennent ensuite vous dire « Messieurs, dames, on va devoir se serrer une nouvelle fois la ceinture parce que la France est endettée et on va donc faire de nouvelles économies. On ne sait pas bien où, compte tenu de l'état dans lequel sont déjà nos services publics. Songez à l'état de l'éducation nationale. Songez à l'état de notre système de santé français qui pendant des décennies a été admiré à travers le monde, était regardé comme un exemple. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a le système de santé pour les amis d'Emmanuel Macron, ceux qui ont la carte bancaire qui fonctionne bien, et pour celles et ceux qui n'ont pas la bonne carte bancaire mais qui ont juste la carte vitale, c'est l'hôpital public, ce sont les services publics toujours plus dégradés, non seulement pour les usagers, mais aussi pour les travailleuses et les travailleurs. Comptez le nombre de personnels hospitaliers, d'infirmières, d'infirmiers qui témoignent au quotidien du fait qu'à l'hôpital, ils ne peuvent même pas faire correctement leur métier, ils ne peuvent même pas appliquer ce qu'ils ont appris en formation.
Je me souviens d'une visite à l'hôpital il y a quelque temps où une infirmière me disait « Monsieur Catenins, j'ai commencé à travailler il n'y a pas très longtemps à l'hôpital et je suis absolument dégoûté parce que dans ma formation, j'ai appris comment on prenait bien soin de quelqu'un qui en avait besoin. J'ai appris par exemple comment à une personne âgée en situation de dépendance, comment on faisait une bonne toilette. Et depuis que je suis arrivé à l'hôpital, j'ai appris la toilette VMC chronométrée. Vous savez ce que ça veut dire, Monsieur Catenins? VMC, me dit-elle, visage, main, cul, et on n'en parle plus. Et cette personne se trouvait en situation de maltraiter elle-même des gens, sans le vouloir, soumise à des cadences inappropriées. Et elle faisait elle-même le constat qu'elle était dégoûtée de son propre métier. Donc, je ne vois pas dans quoi Monsieur Bruno Le Maire va encore couper dans nos services publics pour réaliser je ne sais quelle économie. Mais le plus intéressant, raison pour laquelle il ne faut jamais baisser les yeux quand ils viennent vous culpabiliser avec la dette publique. Le plus intéressant, c'est que désormais, l'INSEE a statué sur la question. La dette publique en France, elle n'est pas le fait d'une dépense publique qui se serait emballée, comme on l'entend parfois. Ça n'est d'ailleurs pas vrai. La dépense publique, en réalité, est plutôt stabilisée. La dette en France, elle est d'abord et avant tout le fait d'un manque de recettes fiscales. Tiens donc, pourquoi une baisse des recettes? Parce qu'Emmanuel Macron s'est employé, comme je l'ai dit juste avant, à faire de tels cadeaux aux plus riches, et notamment des cadeaux fiscaux, que c'est un manque à gagner considérable pour l'État. 60 milliards d'euros de baisse d'impôts, et d'impôts en particulier chez les plus riches, et d'impôts en disant que cela allait bénéficier à toute l'économie alors que l'on n'a pas vu la couleur. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, c'est qu'on parle souvent de la France, en tout cas nos détracteurs politiquement parlent souvent de la France comme d'un pays d'assistés. Moi je crois que c'est vrai. Oui, la France est un pays d'assistés. Simplement, les assistés, ce ne sont pas celles et ceux qu'Emmanuel Macron ou ses amis de droite ou d'extrême droite pointent du doigt. Ce ne sont pas les chômeurs qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles et d'ailleurs qui vont l'être encore plus, puisque la nouvelle réforme de l'assurance chômage annonce déjà la vie dure pour 1/3 de plus des chômeurs indemnisés. Je rappelle que le chômage aujourd'hui dans ce pays indemnise seulement 40% des personnes qui sont en situation de chômage, alors qu'il y a encore une quinzaine d'années, c'était 80% de personnes qui étaient indemnisées. Les assistés de ce pays, ce ne sont pas les allocataires du RSA et des minima sociaux avec lesquels, vous le savez, on ne vit pas, on survit. Qui peut croire aujourd'hui qu'en France, en 2024, on peut vivre correctement et que finalement on pète dans la soie et qu'on est fainéant quand on est au RSA avec 600 € à peine par mois? Non, les vrais assistés de ce pays, c'est ceux qui étaient rassemblés à Versailles il y a une semaine, lorsqu'Emmanuel Macron les a toutes et tous reçus, soi-disant pour investir en France. Oui, ce sont les assistés, pourquoi? Parce que pour quelques emplois prétendus, et encore souvent des promesses qui ne sont pas toujours réelles. Notez par exemple que quand IBM s'était engagé auprès d'Emmanuel Macron à embaucher en France, en réalité, ils ont surtout supprimé des emplois. En revanche, pour eux, on dépense un pognon de dingue. Ce sont des entreprises, je parle des grands groupes, qui sont hyper subventionnés, biberonnés aux aides publiques. Les mêmes qui se plaignent à longueur de journée du fait qu'on donne trop d'aides aux Français qui ne travaillent pas, sont en réalité celles et ceux qui se gavent littéralement d'argent public. Alors à toutes celles et ceux qui vous diront « oui, mais ce sont les grandes entreprises qui créent de l'emploi », dites-leur bien, répétez-leur sans cesse à quel prix? Au prix d'un trésor d'argent public littéralement gaspillé. Alors j'ai quelques chiffres à vous donner qui peuvent être utiles sur le fameux sommet Choose France, puisque c'est de cela dont je parlais, à Versailles. Il y a 3 grands secteurs d'activité qui sont concernés par les prétendus grands investissements qu'Emmanuel Macron veut attirer en France. Comment il les attire en France, à votre avis? Il les attire non pas en faisant la promotion de nos ouvriers qualifiés, il ne les attire pas en leur disant que notre pays est un pays où les Français sont plus productifs que la moyenne dans les autres pays européens, il les attire simplement avec des cadeaux fiscaux sans contrepartie. L'intelligence artificielle, la santé, la décarbonation, 15 milliards, c'est ce que cela coûte à l'État. 15 milliards d'aides sans contrepartie à ces entreprises. À titre d'exemple, 15 milliards d'investissements prévus, c'est les sommes qu'ils ont annoncées, et l'État
a versé 7,6 milliards en crédit d'impôt recherche. C'est déjà la moitié des 15 milliards que ces entreprises prétendent investir en France. 60 milliards de baisse d'impôts, j'en ai parlé, et 80 milliards de hausse des aides depuis 2017. C'est donc là que se situe l'argent public qui ensuite nous manque prétendument pour régler les comptes et faire en sorte que nous allions devoir trouver des économies à l'hôpital, dans l'éducation, dans nos services publics. Prenons un exemple que peut-être vous connaissez bien, Sanofi, les médicaments. Sanofi, il prévoit avec Choose France et Emmanuel Macron 350 emplois dans une usine de médicaments à Vitry-sur-Seine. Mais ce que Sanofi oublie de dire, c'est qu'ils viennent de supprimer 288 postes dans la recherche et développement. Donc au total, Emmanuel Macron nous parle de 350 emplois créés, mais si vous en retirez 288, si mes calculs sont bons, ça n'en fait plus que 62. Pourtant, l'argent public, lui, on l'a déversé. 150 millions par an pour Sanofi de crédit d'impôt recherche. Je prends que cet exemple pour vous le dire. Et ensuite, il y a ce qui se passe dans les entreprises qui, elles, sont bel et bien françaises. Et bien sûr, je ne parle pas des petites TPE, des petits PME, des petits commerçants que nous voulons aider à la France Insoumise et qui mériteraient de mieux connaître le programme que nous présentons. Car nous avons été les premiers à dire que nous souhaitions une caisse de péréquation entre les grosses entreprises et les plus petites pour que les plus petites puissent être aidées. Car là se situe le tissu économique principal. En revanche, les grandes, le CAC 40, ce sont des records de dividendes versés aux actionnaires. Ces gens-là, en pleine crise de l'inflation, qu'ils ont d'ailleurs souvent eux-mêmes créée, car vous le savez, la hausse des prix n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour exister. Un organisme bien connu, qui n'est pas non plus la France Insoumise, dit que l'inflation est due pour plus de la moitié aux super profits. Pensez notamment aux agriculteurs, dont il est question en ce moment à l'Assemblée nationale, pour lesquels ils n'ont toujours rien prévu pour la revendication principale qui était pouvoir vivre dignement de son travail. Les agriculteurs ne s'y retrouvent pas. Les consommateurs payent toujours plus cher leur panier alimentaire. Alors où est l'erreur? Si ce n'est pas le producteur qui se gave et si le consommateur paye plus cher, au milieu vous voyez bien qu'il y a les marges indécentes des distributeurs qui eux s'en sont mis plein les poches. Et je parlais du CAC 40, c'est 230 milliards de bénéfices qui, pour 76% d'entre eux, ont été accaparés par les actionnaires. On ne parle donc pas d'investissement productif, on ne parle donc pas de relance de l'économie. Pendant que les milliardaires français, en quelques années, sous l'effet des politiques d'Emmanuel Macron, accumulaient 230 milliards de plus d'un demi-million de Français supplémentaires sont tombés sous le seuil de pauvreté. Raison pour laquelle aussi, je vais redire devant vous ce que j'ai dit la semaine dernière quand je me suis rendu à Haubourdin à l'invitation de la Banque alimentaire du Nord qui tenait sa 39e Assemblée Générale. Je leur ai dit, voyez, à mon avis, et je vous dis ma conviction aujourd'hui, la pauvreté est un choix politique. Un grand pays comme la France, aussi riche que la France, pourrait, s'il le décidait, mettre fin à la grande pauvreté. Nous autres, par exemple, les Insoumis, nous proposons que personne ne vive sous le seuil de pauvreté. Et c'est tout à fait possible, on pourrait tout à fait l'imaginer. Non, la pauvreté est un choix politique. Et quand vous entendez ce discours habituel, selon lequel, vous l'entendez, j'en suis sûr, parfois auprès de vos amis, à table, en famille ou avec vos collègues, vous avez nombre de gens qui disent « Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des riches. Par contre, je ne supporte pas de voir cette pauvreté qui s'étend. » Charge à vous de leur expliquer qu'il y a un lien entre les deux. C'est parce qu'il y a une accumulation de richesses entre quelques mains que la pauvreté s'étend comme elle s'étend partout. Voilà l'essentiel du bilan d'Emmanuel Macron, auquel, bien sûr, on devrait ajouter la brutalisation, l'autoritarisme dans un régime libéral, prétendument, voire des opposants politiques sommés d'expliquer leur position politique devant la police. Quand on voit la répression des manifestations, quand on voit y compris ce qu'ils sont en train de faire en Nouvelle-Calédonie, on se demande ce que ce serait sous une ère fasciste. Si c'est ça le libéralisme, qu'est-ce que ce sera le fascisme? Alors la Nouvelle-Calédonie, je vous en parle un instant, je ne vais pas faire toute la soirée sur la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron, à l'heure qu'il est, doit être en vol vers la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, je crois que l'expression de pompier pyromane n'aura jamais été aussi adaptée. Emmanuel Macron va aller là-bas, au milieu d'une poudrière sur laquelle il a lui-même craqué une allumette.
Parce que cela fait des décennies que la situation en Nouvelle-Calédonie est le fruit de discussions, de négociations méticuleuses. C'est une situation qui nécessite du soin, du temps, de la discussion, de la patience, du respect pour les différentes parties prenantes. Quand il y a eu les événements, on l'appelait comme ça les événements, en réalité ça avait tout d'une guerre civile dans les années 80, eh bien il y a des gens, notamment le ministre Rocard à l'époque, qui se sont mis autour de la table et qui de manière méticuleuse ont pris soin d'aboutir aux accords de Matignon. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies compte encore la Nouvelle-Calédonie comme un territoire à décoloniser. C'est dire, nous sommes arrivés là-bas il y a quelques 160 ans avec nos gros sabots et on a fait ce qu'on a fait dans bien des endroits. Et puis ensuite, les événements sont arrivés parce que forcément, ceux qui étaient là avant nous se sont révoltés et on a créé les conditions de trouver une manière de pacifier les relations sur place, avec des accords qui étaient qualifiés d'irréversibles. Les accords de Matignon, notamment en 1988, puis les accords de 1998. Et il y avait la fameuse question des 3 référendums d'autodétermination, et vous avez vu les conditions dans lesquelles s'est passé le dernier, où les indépendantistes sur place disent « on n'y participe pas parce qu'il y a le deuil coutumier lié au Covid », et Macron qui dit « c'est pas grave, on le fait quand même ». Résultat, une abstention record, et un résultat qui sans doute convient au président de la République. Et nous avons alerté sur tous les tons la semaine dernière. Dans les dernières heures du débat à l'Assemblée, nous leur avons dit « Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, la situation sur place est hautement inflammable. Et les voies d'un accord sont tout à fait possibles, à la condition qu'on ne s'y prenne pas à front de bœuf comme ils l'ont fait, en imposant et en tordant le bras à tout le monde, avec le texte de loi qu'ils ont fait voter à l'Assemblée. Parce que c'est ce qui s'est produit. C'est ce texte de loi qui fait que la situation s'enflamme désormais. Il faut que M. Macron entende raison et que pour une fois peut-être, même si ça n'est pas trop dans son caractère, il accepte de ravaler son chapeau. Vous ne serez pas déshonoré, Monsieur le Président de la République, si vous retirez votre texte de loi. Vous ne serez pas déshonoré. Vous mettrez alors vos pas dans les pas de ceux qui vous ont précédés et qui, même quand vous n'étiez qu'au berceau, ont traité la situation avec délicatesse. Cette façon de toujours tout brutaliser, de ne pas respecter ses interlocuteurs. Il faut voir sur la scène internationale le dégât que M. Macron fait. Comme par exemple quand dans un pays africain, il décide de dire que le président est parti réparer la climatisation. Mais depuis quand la France peut se permettre encore de parler de la sorte à des pays partenaires? Alors oui, sur la Nouvelle-Calédonie, il porte une grande responsabilité, mais il n'est pas le seul. Il y a quelqu'un dont la permanence parlementaire se situe à, je crois, 2 ou 3 numéros d'ici. Et qui encore ce matin, sur une radio, fustigeait le comportement du président de la République et de son gouvernement. Le Rassemblement national, qui nous explique que le président fait n'importe quoi en Nouvelle-Calédonie. Mais qui va voir au juste les votes du Rassemblement national à l'Assemblée? Parce que, comme bien souvent, les députés du Rassemblement national ont voté main dans la main avec le président de la République et la Macronie sur la Nouvelle-Calédonie. Ils portent donc une responsabilité tout aussi importante dans la situation que nous avons sous nos yeux. Bref, je ne m'éternise pas sur ce point, vous l'avez compris, le 9 juin, l'après-Macron commence. Et la question de savoir comment commence l'après-Macron est essentielle. La transition est toute faite. Le deuxième enjeu du 9 juin, après vous avoir parlé de l'après-Macron, le deuxième enjeu du 9 juin, c'est la lutte implacable contre le danger de l'extrême droite. Je vous avoue que me garer juste à côté de la permanence d'un député Rassemblement national dans une terre comme celle-ci, qui est un bastion ouvrier, une terre historique de la gauche, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur pourquoi? Pas pour des raisons politiciennes et électoralistes. C'est que je sais, compte tenu du programme que porte le Rassemblement national, et compte tenu de ses votes à l'Assemblée nationale, je sais que celles et ceux qui, ici, dans le nord de la France, votent pour le Rassemblement national, votent profondément contre leurs intérêts. Profondément. Le Rassemblement national à l'Assemblée, c'est celui qui, avec Emmanuel Macron, s'allie quand il s'agit de voter contre les insoumis sur leur proposition d'augmenter le salaire minimum. Le Rassemblement national, c'est celui qui vote contre la hausse des minima sociaux.
Le Rassemblement national n'est certainement pas le parti qui va s'employer à partager la richesse produite dans ce pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et il y a pas mal de papiers qui pullulent sur la question, Anthony pourrait vous en parler, les milieux patronaux s'accommoderaient tout à fait de l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Je veux porter ce message et je veux vous dire que pour celles et ceux d'entre vous qui habitent dans le coin, vous devez être contagieux sur le sujet. Vous devez dire à celles et ceux, non pas pour leur faire la leçon, ils ont 1000 raisons d'être en colère. Leur colère, bien souvent, nous la partageons. Nous la partageons. Mais il faut leur dire que quand ils pensent que voter Rassemblement national, ça va améliorer leur sort, vous devez leur expliquer qu'ils se gourrent complètement. Et leur expliquer pourquoi, en pointant leur vote à l'Assemblée, en imprimant, pourquoi pas, le programme du RN et en leur montrant, allez-y, dites-moi ce qui va améliorer votre sort dans ce programme. Rien. Il y a aussi toutes celles et ceux qui se fichent pas mal du programme du RN, mais qui pensent, pour une raison qui, moi, m'échappera toujours, que c'est un vote anti-système. Que c'est le vote qui va mettre le coup de pied dans la fourmilière. Vous savez, on va bien les emmerder, pardon pour la vulgarité, on va bien les emmerder, on va voter pour le RN. Mais, pardon, mais c'est tout sauf un vote anti-système. C'est un vote profondément du système, le Rassemblement national. À l'Assemblée, ils n'ont pas que les mêmes cravates, hein. Ils ont aussi les mêmes idées. Je l'ai dit, ils votent avec eux sur un tas de sujets. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des alliés objectifs, l'extrême droite. On le voit à chaque étape. Malheureusement, bien sûr, ce ne sont pas les grands médias, et ceux notamment qui leur font le tapis rouge, qui vont participer à l'entreprise de désintoxication. Ah, c'est sûr qu'on ne regarde pas en détail les votes du Rassemblement national sur la chaîne CNews, par exemple, ou sur d'autres encore. Donc, il faut porter ce message. Une anecdote qui, je trouve, l'illustrait bien dernièrement, cet épisode qui peut-être vous a alerté, à moins qu'il ne soit passé inaperçu pour vous, et que je m'en vais vous résumer, c'est cette femme qui se rendait à un meeting du Rassemblement national, je ne sais plus où d'ailleurs, et que le journaliste de TF1 interviewait, comme il interviewait plein de gens qui venaient là, pour savoir pourquoi il se déplaçait pour venir écouter la star du moment, Jordan Bardella. Et cette femme, elle pleurait. Elle pleurait en m'expliquant ses conditions de vie. Elle disait, vous savez monsieur, et d'ailleurs le journaliste l'interrompait, il dit, madame, est-ce que vous acceptez de retirer vos lunettes? Parce qu'il voulait bien qu'on voit à la caméra qu'elle pleure, hein, vous savez. Il cherche aussi à faire un peu de sensation. Et donc cette femme, elle a accepté de baisser ses lunettes et on voyait en effet ses larmes. Et moi j'enrageais, parce que j'étais profondément d'accord avec elle. Elle disait, moi j'en peux plus. Je suis au RSA, je survis. J'arrive plus à payer mes factures. J'ai les huissiers derrière moi. Je suis compétente dans plusieurs domaines, je trouve pas de boulot. Ici s'arrêtait mon point d'accord avec elle, puisqu'elle termine en disant, et pour toutes ces raisons, je vote pour le Rassemblement national. Et je me disais, là bien sûr est une responsabilité qui incombe aux médias, à toutes sortes, mais une responsabilité qui nous incombe aussi. Si des gens pensent que le Rassemblement national va améliorer leur sort, c'est que nous ne sommes pas à la hauteur. Le Rassemblement national a cette facilité de pouvoir expliquer des raisonnements très simples. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, dans la voiture de mes parents, quand il y avait des affiches électorales sur les panneaux, c'était Jean-Marie Le Pen à l'époque, c'était la France, 6 millions d'immigrés, 6 millions de chômeurs. Bah ouais, c'est simple comme raisonnement. Ça a beau être complètement faux, ça a beau être complètement construit de toutes pièces, c'est facile à expliquer, ça rentre dans les têtes. Charge à nous d'expliquer, cette femme s'appelait Colombe, que le problème des colombes, je parle bien sûr par là, on s'est bien compris, hein, des personnes qui sont dans des situations précaires comme cette femme. Le problème des colombes, ce sont les politiques à la Macron, ce sont les actionnaires, ce sont ces politiques qui viennent détruire nos conquis sociaux et rendre la vie toujours plus dure pour le grand nombre. Or, le rôle historique du Rassemblement national et de l'extrême droite depuis des décennies, quand apparaît dans le paysage la possibilité pour les gens de se retrouver. Nous, on a fait une liste, ça s'appelle l'Union populaire, c'est pas juste un slogan. Nous croyons à cette idée que toutes et tous, par-delà nos différences de couleur de peau, de religion, d'origine, que sais-je, nous pouvons nous unir autour de revendications communes.
Et à chaque fois qu'il y a les ingrédients pour, songez par exemple à la réforme des retraites. 90% des salariés de ce pays étaient opposés à la réforme des retraites. Quels sont les débats qui sont ensuite venus pulluler à la télévision? L'abaya, l'immigration, à chaque fois, regardez à chaque fois qu'un mouvement social progresse, pouf, vous avez magiquement les sujets qui viennent diviser le peuple. Eh bien, c'est la fonction historique du Rassemblement national pour protéger les capitalistes, pour protéger le système. C'est de faire croire à toutes les colombes de la terre que leur problème s'appelle Mouloud et pas le banquier et pas le financier. Alors nous, c'est peut-être plus compliqué à expliquer, mais nous devons le faire. Nous devons expliquer à ces gens, porte après porte s'il le faut, même si nous sommes déjà très tard dans la course, que le Rassemblement national ne va pas améliorer leur sort. Dernier argument, parce que celui-là aussi on l'entend. Des gens qui disent, eh ben après tout, s'ils sont assez bêtes pour voter Rassemblement national, qu'ils le fassent, et ce sera tellement le bordel qu'ensuite on pourra reconstruire. Je ne crois absolument pas à cette option. Quand l'extrême droite prend le pouvoir, on sait quand elle le prend, on ne sait jamais dans quelles conditions et quand elle le rend. Et je ne suis pas d'accord pour qu'on se paye le prétendu luxe, moi j'appelle pas ça un luxe, d'essayer le fascisme. On n'essaye pas le fascisme. Il a déjà été essayé en Europe et on sait ce que ça donne. On n'en veut pas. Donc, nous devons être à la hauteur dans ce moment et être le plus haut possible le 9 juin et ensuite, parce qu'il y aura d'autres étapes, fort heureusement la vie politique ne va pas s'arrêter au 9 juin, être à la hauteur de ce qui s'annonce. Regardez-les partout en Europe. Regardez les saluts nazis dans les rues en Italie. Faut pas croire, hein, quand l'extrême droite institutionnelle cravatée s'installe, vous avez la moins cravatée qui sort dans les rues, hein, et qui fait sa basse besogne. Nous ne laisserons pas faire. La transition est aussi toute faite pour mon dernier point. Le 9 juin, c'est donc à la fois préparer l'après-Macron, c'est aussi lutter contre l'extrême droite, et le 9 juin, c'est aussi, pour nous, rester fidèles à l'esprit et au programme de la NUPES. J'en parle un instant. Rappelez-vous des derniers événements. On va revenir à 2012. Jean-Luc Mélenchon, après avoir quitté le Parti socialiste, fonde le Parti de gauche, puis le Front de gauche. Il fait un score à 2 chiffres, ramenant cette gauche de rupture hors des abîmes dans lesquels elle était tombée. Derrière le mandat de François Hollande, et on en parlait tout à l'heure avec quelques autres, mais de 2012 à 2017, la gauche prétendument, puisque François Hollande, lui, se disait de gauche, ils avaient tout entre les mains. Ils avaient l'Élysée, ils avaient l'Assemblée, ils avaient le Sénat, ils avaient les régions, ils avaient les départements, ils avaient les mairies. Qu'en ont-ils fait? Qu'est devenu le slogan « Mon ennemi, c'est la finance » 5 ans avec beaucoup de trahison. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous le redire. Ne faites jamais la leçon à ceux qui sont dégoûtés. Ils ont bien des raisons d'être dégoûtés. Et il faut d'ailleurs leur expliquer que nous, notre combat politique, part précisément de ce même dégoût que nous partageons avec eux. Simplement, nous, plutôt que de nous tenir à distance et de dire maintenant qu'ils se démerdent tous sans nous, nous, on agit. On veut faire en sorte de changer les choses. Juliette l'a bien rappelé, le slogan, c'est la force de tout changer. En 2017, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, est en tête de la gauche. Pour certains qui avaient l'habitude d'être la gauche à eux tout seuls, notamment le Parti socialiste, se sont dit « Jean-Luc Mélenchon en tête de la gauche, c'est une anomalie, un accident de l'histoire ». Puis après, en plus, il y a eu quelques événements dont vous vous souvenez, pour en avoir vu des images à longueur de temps, et on avait dit « Mélenchon est définitivement mort, c'est terminé ». Puis en 2022, manque de peau pour eux, il fait encore plus qu'en 2017, 22%. Et là, forcément, pour ceux qui pensaient que c'était un accident, une fois, ce peut être un accident, 2 fois, ce n'est plus un accident, même si l'on pense. C'est une confirmation. Et le soir du premier tour de l'élection présidentielle, amis et camarades, nous avions le choix. Nous aurions pu décider que compte tenu de tout ce qu'ils nous avaient fait subir pendant la campagne, nos partenaires de gauche, on pouvait tout passer par-dessus bord et dire « on est fort, on y va tout seul ». On aurait été certes moins nombreux à l'Assemblée nationale, mais on aurait été tranquille. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Et je vous le dis avec le recul, et même si parfois il nous en coûte, nous ne regrettons pas et ne regretterons jamais le choix que nous avons fait.
car nous avons pris nos responsabilités. Nous avons, grâce aux voix des 8 millions de personnes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2022, nous avons pris nos responsabilités en mettant autour de la table toute la gauche pour avoir un programme qui soit un vrai programme de rupture. Et de dire, la capacité de se retrouver, de s'allier, c'est pas l'alliance à tout prix, coûte que coûte. C'est l'alliance autour d'une orientation politique claire. Nous avons fait la NUPES, nous avons fait un programme de gouvernement. Nous nous préparions à ça. Souvenez-vous-en, la campagne, c'était Mélenchon Premier ministre. C'était pas juste pour faire joli. C'était aussi pour dire, nous sommes prêts, nous avons le programme, nous avons des gens prêts, disposés à gouverner ce pays. Et, rappelez-vous-en toujours, nous étions en tête au premier tour des élections législatives en 2022. C'était nous la grande force. Nous sommes arrivés à 151 députés de la NUPES à l'Assemblée. Les Insoumis, bien sûr, 75, mais aussi les Verts, qui ont pour la première fois un groupe à l'Assemblée, le PS, le PC, et tout ce petit monde s'est fait élire avec la France Insoumise autour du programme de la NUPES. Et mes amis, il n'a pas fallu attendre que des sujets internationaux, géopolitiques, comme la situation au Proche-Orient, viennent sur la table pour que dès le mois de juillet 2022, à peine étions-nous installés à l'Assemblée, que déjà certains se préparaient à retourner à leurs petites boutiques et leurs petites habitudes. J'ai envie de dire, c'est assez habituel. Mais compte tenu du contexte que je viens de citer, de montée de l'extrême droite, c'est peut-être habituel, mais c'est totalement irresponsable. Je pense que si rien n'est fait d'ici là, et si par malheur l'extrême droite devait parvenir à ses fins, vous verrez les mêmes qui sont responsables de l'éclatement de la NUPES manifester contre l'extrême droite une fois que celle-ci aura atteint le pouvoir. Mais il sera trop tard. Nous avons tout fait pour que l'élection européenne se fasse dans une configuration de rassemblement. Pour nous, la NUPES, ça n'est pas un accord électoral ponctuel, c'est l'outil qui permet d'accéder au pouvoir le plus vite. Nous avons tout fait, y compris en allant, dites-le autour de vous, jusqu'à proposer à celles et ceux qui étaient persuadés que les élections européennes étaient leur heure et que ça allait être l'occasion de, je cite, rééquilibrer le rapport de force interne à la NUPES, comme si, franchement, dans le contexte qu'on vient de citer, l'important, l'enjeu des européennes, c'était celui-là. Rééquilibrer, les factures d'électricité liées au marché de l'électricité, on s'en fiche. Tout le reste, on s'en fiche. Il faut rééquilibrer le rapport de force interne à la NUPES. Et le résultat, on le voit, c'est que pendant que Bardella caracole en tête, alors que la Macronie est en grande difficulté, car croyez pas qu'à 15% dans les sondages, les macronistes font belle figure. Je peux vous dire que ça chauffe en interne chez eux, et que c'est un moment qui est très difficile pour la Macronie, et qui en profite, seul, en grand prince, l'extrême droite. Et pendant ce temps, nous, non pas de notre fait, mais du fait de nos partenaires d'hier qui n'ont pas voulu consolider la NUPES, nous sommes contraints et forcés, contre notre volonté, à rejouer un énième match des gauches que nous avons déjà joué à plusieurs reprises. Puisque c'est ainsi, nous n'avons pas d'autre choix, camarades, que de le jouer. Il faut impérativement hisser la liste de l'Union populaire le plus haut possible au niveau national, mais aussi à l'échelle de vos communes. Ça va être important pour la suite, suivez mon regard. Il faut absolument qu'aucune voix ne manque le 9 juin. Car évidemment, le 9 juin, pour la préparation de l'après-Macron, dans la lutte contre l'extrême droite, l'Union populaire que nous constituons, et dont vous avez vu quelques visages ce soir, va être une suite indispensable, essentielle. Ce sera l'occasion de faire élire des gens valeureux, vous en avez vu quelques-uns ce soir. Ce sera l'occasion de faire entrer au Parlement européen des causes qui nous tiennent à cœur. Non pas que nous ayons choisi de faire toute notre campagne sur la situation en Palestine. Souvent les médias disent ça. Ah, vous avez choisi de faire votre campagne que sur Gaza. Bah, cher monsieur, ça fait un quart d'heure que vous m'interrogez, mais c'est vous qui faites le menu de l'émission et vous ne m'interrogez que sur ça. Allez-y, parlez-nous de notre programme. Parlez-nous de nos propositions pour le pouvoir d'achat, pour une forme de protectionnisme solidaire et écologique. Je veux vous dire une chose. Le Parti socialiste a fait le choix dans cette campagne, qui n'est pas un choix innocent, de mettre en tête de liste quelqu'un qui est l'incarnation de l'anti-NUPES, quelqu'un qui a lutté contre l'émergence de la NUPES, quelqu'un qui, alors que le Parti socialiste a signé ce programme commun, ne cesse à longueur d'interview de le remettre en cause. Monsieur Glucksmann, il n'y a pas plus tard que 10 jours, sur une grande chaîne d'information, disait « Non, non, la retraite à 60 ans, ce ne sera pas pour tout le monde ». Alors que c'est précisément le programme
que le Parti Socialiste a signé avec nous en 2022. Alors que c'est même le serment que, sur les marches de l'Assemblée nationale, nous avions renouvelé lorsque le gouvernement avait passé la réforme des retraites. Monsieur Glucksmann, sur la même chaîne, nous expliquait que le marché de l'électricité n'était pas le problème et qu'il était hors de question d'en sortir. Alors que précisément, nous savons que la hausse anarchique des prix de l'énergie est largement le fait du marché de l'électricité en Europe. Donc maintenant, c'est clair. Il y a une petite hype médiatique autour de Raphaël Glucksmann, on comprend pourquoi. Hein. C'est la hype de celles et ceux qui espèrent avec impatience le retour du Parti Socialiste de l'avant NUPES. Vous êtes donc prévenus, et chargez-vous de prévenir autour de vous, voter Glucksmann le 9 juin, c'est voter pour le retour du Parti Socialiste, ancienne mouture, d'avant la NUPES, et donc de François Hollande et de ses amis. Voilà l'entreprise qui est en cours de celles et ceux qui, par pitié, estiment que Mélenchon et les Insoumis en tête de la gauche, c'est une erreur de l'histoire et qu'il faut vite, vite, vite la corriger. Le bulletin pour la corriger, si vous croyez que c'est une erreur, c'est le bulletin Glucksmann. En revanche, si vous pensez que l'avenir de la gauche dans ce pays, c'est une gauche de rupture, fidèle à l'esprit et au programme de la NUPES, alors il faut voter pour eux et il faut voter pour la liste de Manon Aubry et de la France Insoumise. Et je vais conclure en vous disant qu'il est toujours meilleur d'écouter les Insoumis plutôt que d'écouter le commentaire journalistique à propos des Insoumis. Absolument. Mesdames et messieurs, pas plus tard qu'hier, la Cour pénale internationale, si tant est que dans ce pays le droit international ait encore une quelconque valeur, on peut en douter. Hein. La Cour pénale internationale hier, par la voix de son procureur, requiert un mandat d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas et contre Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale reprend exactement les termes de la France insoumise depuis le 7 octobre. Alors maintenant, on les regarde, toutes celles et ceux qui nous calomnient depuis le mois d'octobre, qui nous repeignent systématiquement en antisémites parce que pour eux, tout ce qui n'est pas d'accord avec eux est nécessairement antisémite. Ce que nous avons toujours refusé. D'aucuns nous ont appelés à faire des concessions, à essayer d'arrondir notre discours. Hors de question. On ne recule jamais face à l'adversité, surtout quand on sait que les positions qu'on tient sont des positions justes. Il a fallu attendre hier pour que la Cour pénale internationale, c'est pas n'importe quoi, finalement donne raison à la France insoumise dans la décision qu'elle a rendue. Alors nous avions raison de tenir bon. Et parfois, il faut tenir bon, même quand on a l'impression d'avoir tout le monde contre nous. Parce que franchement, mes amis, quand on voit la tronche qu'a le débat public en ce moment en France, il y aurait de quoi désespérer. Il y aurait de quoi se mettre dans son coin et dire « Allez, on passe à autre chose, on a autre chose à faire » que de s'embêter avec eux. Quand on voit le niveau des interventions, quand on voit le niveau des interviews, qui ne sont même plus des interviews, mais des gardes à vue, quand on voit les accusations, les calomnies à longueur de temps, il y a de quoi désespérer. Eh bien, preuve encore qu'il ne fallait pas désespérer. Alors, il reste maintenant 3 semaines. Et donc, toutes et tous qui êtes venus ce soir, vous n'êtes pas juste venus nous écouter, nous regarder, et puis après, bon, bah, c'est bon, je suis convaincu, ou pas d'ailleurs, et puis je mettrai le bulletin dans l'urne. Vous avez un devoir, maintenant que vous avez franchi cette porte. C'est que pendant les 3 semaines qui viennent, vous allez en croiser du monde. Vous allez croiser de la famille, vous allez croiser des amis, vous allez croiser des collègues. Vous devez leur expliquer quels sont véritablement les enjeux de ce 9 juin, et pourquoi ceux-là, leur tête de liste, Manon Aubry, et leurs colistières et colistiers, méritent véritablement d'y arriver. L'heure est grave, mais les enjeux en valent la peine. Et puis je crois qu'on vous l'aura montré ce soir dans nos rangs. Il y a du courage, il y a de l'enthousiasme, et il y a de la volonté, celle de faire advenir un monde meilleur. Et à ça, on ne renoncera jamais. Merci.